bien d'applaudir au début. Pas mal. Pourquoi la peur qu'il soit déçu après? Maintenant, c'est fait. Bonsoir à tous. Pardon, On parle de vous. J'ai dit, je veux tout vous dire. J'ai dit, je ne sais plus si on se tutoie ou si on se vous voit devant le public. Il a dit on se tutoie. Bon. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux à ce dernier rendez-vous de l'année 2025 pour les Mardis de l'Espace des Sciences. Ça fait vraiment un grand public, un grand plaisir. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité, cher public, que vous nous suiviez en venant dans cette bel auditorium des Champs Libres ou que plus éloigné, vous nous suiviez via Internet sur le site de l'Espace des Sciences ou sur notre chaîne YouTube. De cette manière, je crois vous montrer que les sciences sont passionnantes, qu'elles font partie intégrante de la culture, ce qui est notre credo, à nous en tout cas, et ainsi vous donner raison aussi aux scientifiques qui nous offrent bénévolement de leur temps, de leur connaissance, de leur passion. Je reprends la formule du directeur de l'Espace des Sciences, Michel Cabaret: la science ne vaut que si elle est partagée. Je pense que c'est pas toi, Christophe, qui va me dire le contraire, parce que tu fais énormément de conférences en France et même ailleurs. Je crois que tu étais en Allemagne la semaine dernière et puis dans d'autres villes de France aussi. Tu as ta propre émission de radio, Big Bang, depuis la rentrée. Une émission qui se déroule sur France Inter chaque samedi matin de 11h à 12h. Très intéressante parce que j'aime bien le concept. C'est un scientifique, enfin un thème, un scientifique, un spécialiste ou deux peut-être parfois, et puis un invité surprise. Alors ça peut être quelqu'un du monde de la télévision, du monde littéraire, etc., etc. Et ça apporte un petit plus. C'est très bien, je trouve. Alors c'est la 5e fois que tu viens pour ces Mardis de l'Espace des Sciences depuis 2016. Alors ma présentation sera rapide, car on peut revoir ces conférences, je vous le rappelle, sur notre site Espace des Sciences ou sur notre chaîne YouTube, où nous évoquons tout ton itinéraire, depuis la thèse en physique théorique réalisée aux côtés de ton maître et ami Stephen Hawking à Cambridge. Stephen Hawking, à qui tu as rendu hommage ici même, 6 mois après son décès. C'était un moment très émouvant et très fort aussi. Tu es aussi écrivain. Plusieurs de tes livres se trouvent sur la table de la librairie Le Fayère, au rez-de-chaussée. Vous avez pu les voir en passant. Et tu les dédicaceras à l'issue de cette conférence. Alors, il y a eu l'univers à portée de main, alors là, qu'on a déjà largement présenté, mais qui est paru en livre de poche maintenant. Il y a Voyage vers l'infini. Alors ça, c'est un best-seller vendu à plusieurs millions d'exemplaires et comme les autres, traduit en plusieurs langues. Et puis, puis il y a une édition collector, c'est ça? Explique un peu ce que c'est une édition collector. C'est le même en plus gros. Agrémenté d'images plus récentes, c'est ça? Avec des nouvelles images, oui. Voilà. Il y a aussi Les Explorateurs de l'Univers, une BD dont le 2e tome vient de paraître. Je l'ai là, voilà, je vous la fais voir. Dont le 2e tome vient de paraître. Et ça s'adresse plus aux enfants, avec les dessins de l'illustratrice Fanny Antigny. Qui est génial. Ah oui. Ouais. Et c'est à la fois, j'ai cru comprendre, à la fois une bande dessinée, mais aussi un peu un documentaire, et sur fond scientifique toujours rigoureux. L'idée, c'est que moi, quand j'avais 8-9 ans, je me suis mis à aimer la science grâce à des livres qui montraient des images de l'espace. Oui. Je me suis dit que peut-être que ça donnera envie à certains enfants de partir dans l'univers tout entier aussi. Alors, je crois qu'ils ne sont pas là ce soir, mais je les cite quand même, parce que moi, je les trouve très mignons, j'adore les livres pour enfants. Et les 3 tomes des romans de science-fiction, que l'on trouve encore, qui datent quand même maintenant de plusieurs années. Le Prince des Nuages ? Oui, Le Prince des Nuages. Et ils sont toujours à la vente. Quelque chose pour les enfants en trilogie comme ça, oui. Oui. Voilà. Et puis, on en arrive au tout dernier, donc celui-ci. Wow.
Il pèse lourd. Hein. La vie à portée de main, une enquête, un voyage à travers l'espace et le temps qui t'a demandé énormément de travail parce que je crois que ça fait longtemps que tu m'en parles de ce livre. Hein, et je crois que tu as mis 8 ans à l'écrire. Pourquoi tant de temps? Parce que je suis lent. Oh non. Lent et fainéant. Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est le sujet qui est tellement vaste. Ouais. C'est ce dont je vais parler un petit peu dans la conférence tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de partir à la recherche de l'origine de la vie. D'avoir une petite idée de ce qu'on sait de cette quête, de cette origine aujourd'hui. Et je pensais que ce serait un petit voyage, une petite balade de santé que de partir à la recherche de l'origine de la vie, que je l'aurais fini en 2 ans, que ce serait plié, que ce serait... 8 ans. Ouais. Et j'en apprends encore aujourd'hui. C'est la quête même de cette... c'est toujours en train de se faire, en fait. Tout est toujours en train d'évoluer. C'est magnifique. Les idées qu'on a trouvées, l'ensemble de choses pour lesquelles ça a eu un impact sur nos sociétés de faire cette recherche-là, c'est phénoménal. Ouais. Bon, j'en dis pas trop maintenant. Mais... Enfin, c'est une proposition de lire la nature, dans les arbres, les animaux, les fleurs, dans les roches, les comètes, les étoiles. En fait, ce qui nous est proche et ce qui nous est très lointain. Et ce qui nous est visible et ce qui nous est invisible. Je trouve que c'est un pari drôlement gonflé quand même. Hein. Mais bien réussi. J'aime bien parce que le premier livre, là, L'univers à portée de main, qui était mon best-seller, celui qui m'a fait connaître un petit peu, eh bien, quand j'avais essayé de le faire éditer, il me demandait, mais alors, il va parler de quoi ton livre? Et je disais, en fait, j'aimerais bien faire une somme globale de toute la connaissance physique théorique qu'on a sur l'univers tout entier, en physique quantique, en gravitation, en trou noir, en Big Bang, l'univers parallèle. Et j'ai eu une bonne dizaine d'éditeurs qui m'ont fait et qui m'ont fermé la porte au nez. Et puis Christian Counillon chez Flammarion un jour m'a dit non mais d'accord, ok, c'est parti. Et au final on en a vendu 1,5 million dans 30 langues. Et là, c'était un peu la même, quand j'ai dit... pas tout à fait, parce que j'avais fait l'univers à portée de main avant. Oui, donc il y croyait quand même, ils y croyaient un peu, mais ils m'ont dit, tu voudrais faire quoi comme prochain bouquin? J'ai dit, j'aimerais bien faire l'histoire de la vie, cette enquête pour essayer de trouver l'origine de la vie. Et là, je crois que c'est moi qui me suis pas rendu compte dans quoi je me lançais. Mais il y a quelque chose de phénoménal. Il y a un scientifique américain qui s'appelle Richard Feynman, au XXe siècle, qui a dit... Si vous avez envie d'apprendre quelque chose, le meilleur moyen de vraiment le connaître, c'est de l'enseigner. Alors je me suis dit, je vais écrire un livre, comme ça j'apprendrai moi-même sur l'origine de la vie. Et je ne suis pas mécontent d'avoir fini non plus. On reparlera tout à l'heure peut-être du livre. De toute façon, donc ces livres, vous pouvez les retrouver sur la table de la librairie Le Fayère, qui est notre partenaire à chaque conférence, et vous pourrez les faire dédicacer par Christophe. Voilà. Mais là, on va laisser le maximum de temps à Christophe Galfard pour présenter cette conférence que tu fais pour la première fois, tu m'as dit tout à l'heure, donc avec des images absolument époustouflantes. Alors je tiens à vous prévenir tout de suite qu'on limitera beaucoup la partie questions, parce que justement, on va privilégier ce spectacle qui va être magnifique. Vous allez en prendre plein les yeux, vous allez voir. Donc après, vous pourrez aller discuter avec Christophe pendant la signature des livres. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Merci Christophe de cette fidélité. Merci d'être là encore pour l'Espace des Sciences. Nous sommes très touchés de cette fidélité justement. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu fabriquer pendant 8 ans, hein? On va essayer de parler de ça un petit peu aujourd'hui. L'idée de base, pour que je vous embarque avec moi dans un petit voyage, l'idée de base est la suivante. À l'origine, je suis physicien, théoricien. Je ne sais pas qui parmi vous était déjà là aux 5 autres conférences que j'ai faites ici. À part Michel qui dirigeait, vous êtes 2. Tous les autres ont été éliminés, j'imagine.
Qui est déjà venu à une intervention ici avec moi? Très bien. Alors, vous savez probablement que donc je viens de la physique théorique et vous savez probablement ce qu'est la physique théorique. Mais pour tous les autres qui ne savent pas et qui se demandent peut-être pourquoi à un moment dans leur vie on les a obligés à faire des maths et de la physique à l'école, eh bien, la réponse que je donne en général, c'est celle-ci. Je vais prendre ce verre d'eau et je vais vous l'envoyer, d'accord, monsieur? Vous l'attrapez à 3. Et moi, je parie, comme à chaque fois, que le verre va s'arrêter à peu près à mi-chemin entre nous deux et revenir dans ma main. D'accord? Alors, je vous le dis tout de suite, en général, quand je demande qui veut parier, c'est eux qui sont d'accord. Et au fond, ils sont tout à fait d'accord aussi pour tenter l'expérience, devant un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on a tous et toutes le sentiment qu'il n'y a rien à faire, tout le monde va être trempé. Pourquoi? Parce qu'il existe des lois dans la nature. Ça, c'est la base. C'est la base de notre intuition. Et le but de la physique théorique, comme discipline, c'est de trouver ces lois. Alors moi, j'ai travaillé sur ces lois-là pendant à peu près 10 ans, avec Stephen Hawking, notamment à l'université de Cambridge. Et je me suis interrogé avec beaucoup d'autres sur ce qui se passe dans le très grand et dans le très petit. Parce qu'il y a quelques centaines d'années, Newton nous a expliqué plus ou moins tout ce qui se passe autour de nous au niveau de ce qu'on arrive à capter avec nos sens. Mais depuis 100 ans, on est allé au-delà. On est allé dans l'immense, on est allé dans le minuscule, on est allé dans le très rapide. Et on a trouvé des lois un petit peu partout. Ces lois, elles nous donnent une sorte de vision globale de notre univers, depuis le très petit jusqu'au très grand. Mais il m'a semblé, à un moment ou à un autre dans ces recherches-là, qu'il y a un petit bout qui me manquait. En tout cas, qui manquait à ma culture, à moi, à ma culture scientifique. Ce petit bout, c'est cet endroit particulier qui se situe quelque part entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, où la vie est apparue. Est-ce que cette vie dont nous faisons partie obéit elle aussi à certaines lois? Est-ce que d'une certaine manière émerge, c'est-à-dire arrivent comme ça, pour une raison ou une autre, des lois particulières qui s'appliquent aux vivants dans notre réalité à nous? C'est-à-dire quelque part justement entre cet infiniment grand et cet infiniment petit. Est-ce qu'il existe des lois qui s'appliquent uniquement aux vivants? La réponse était que j'en avais aucune idée. D'ailleurs, ça m'a fait poser une question qui est: mais c'est quoi le vivant? Est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui nous rend différents d'une pierre? Est-ce que nous avons dans nos corps une sorte de fluide, une sorte de quelque chose de vital, on pourrait l'appeler comme ça, qui nous différencie du reste des choses qui existent dans l'univers? Par exemple, si je vous montre un animal exotique qui vient de je ne sais pas quelle contrée et un caillou qui vient de la même contrée que vous n'avez jamais vu, en 2 secondes, vous me direz, lui, il est vivant, l'animal, et la pierre, pas tant que ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous reconnaissez qu'il y a quelque chose de vivant? Le petit voyage dans lequel je vais vous embarquer maintenant, c'est un voyage qui va essayer de comprendre cette distinction entre les deux, d'essayer de voir s'il existe dans le vivant quelque chose de spécial, de voir s'il y a des lois qui s'appliquent exactement à ce vivant et non pas à d'autres choses, et si jamais c'est le cas, si jamais le vivant lui-même a une histoire, si on peut remonter cette histoire dans le temps jusqu'à l'origine de la vie. C'est un peu la trajectoire que je vous fais faire dans le livre, dans La vie à portée de main. Et là, vu qu'on est ensemble et qu'on est entre amis, et qu'on m'a dit, mais en douce, que vous étiez le public le plus intelligent de France, vous rigolez parce que j'aurais dû dire du monde, du monde. Eh bien, j'ai fait un petit mélange dans la conférence que vous allez voir de La vie à portée de main et des explorateurs de l'univers, histoire de pouvoir mettre pour vous des images qui, pour la plupart, n'ont même pas un mois. Donc, vous allez pouvoir voir des images, pour celles et ceux d'entre vous qui ne les ont jamais vues, qu'aucun autre humain quasiment n'a vu avant nous. C'est des images qui viennent d'être publiées et qui sont très, très jolies. Mais avant d'y arriver, on va faire un petit tour dans le vivant.
Donc je vous propose de faire comme si on n'y connaissait rien. On va juste s'interroger sur ce qu'on voit. Et on va faire cette recherche ensemble. D'accord ? On va commencer par aller chercher des choses sur le vivant. Donc on peut regarder autour de nous. On va commencer à regarder les forêts, les arbres, et on va se demander ce qu'est le vivant. Alors je vais vous montrer pas mal de petites choses qui sont vivantes, et vous allez voir si dans votre tête, vous arrivez à trouver quelque chose de commun à toutes les espèces que je vais vous montrer. Alors là, il y a évidemment plein d'arbres, mais imaginez que vous le voyez pour la première fois, tout ça. Est-ce que ça a quelque chose en commun avec ces champignons ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît être une propriété du vivant qui commence à arriver petit à petit ? Moi, je l'adore, ce lézard. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un lézard sur cette image. Imaginez-vous tomber nez à nez avec une de ces créatures sur une autre planète. Vous vous diriez tout de suite « Ah ben ça ne m'étonne pas, je savais que les aliens ressemblaient à ça ». Là, vous avez quand même des bestioles qui sont quand même assez rigolotes. C'est mignon, ça. Hein, c'est un axolotl. Je vous le remontrerai tout à l'heure. Tout aussi mignon. Hein, on trouve ce genre de bestioles au fond des océans. Vous êtes tellement biaisés, mais tellement biaisés. Je peux faire toute la conférence avec ce petit oiseau derrière. Tout le monde sortira heureux, quoi que je raconte. Tiens, ben paf. Ça, c'est un animal hein, que vous voyez là. Il vous regarde en plus. Est-ce que vous voyez quelque chose en commun entre toutes ces bestioles ? Pas vraiment. Pas vraiment. À part qu'elles bougent un peu toutes. Mais bon, le vent, ça peut faire bouger des objets aussi. Je vous en ai mis plein. Hein. Il y en a 2 heures d'animaux comme ça. Alors, celui-là, il me fait penser à 2 d'entre vous. Je vous dirai tout à l'heure qui. Jusqu'il y a environ 150 ans, faire la différence entre ces espèces, ces animaux, ou ces arbres, ou tout ça, c'était extrêmement compliqué. Comment est-ce qu'on fait la différence entre des espèces ? Comment est-ce qu'on peut voir quelque chose de commun ? Alors on peut les ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur et reconnaître qu'il y a des choses parmi les animaux qu'on va reconnaître à gauche et à droite, mais comment est-ce qu'on peut voir quelque chose ? En réalité, en regardant l'ensemble des animaux qui existent aujourd'hui, le vivant, disons, qui existe aujourd'hui sur Terre, on peut tout à fait avoir l'impression que tout est arrivé comme ça d'un coup. Que toutes les espèces sont séparées, qu'elles habitent notre monde comme nous l'habitons, et que nous cohabitons depuis toujours, ou depuis un certain instant, et que tout a toujours été comme ça. C'est en gros ce qu'ont pensé nos ancêtres, plus ou moins jusqu'à l'époque de Darwin. Que le monde était tel qu'il était depuis toujours, que les espèces ne changeaient pas. Petit à petit, ce genre d'idée a commencé à ne pas fonctionner. Il y a des gens comme Lamarck, Darwin et Wallace, par exemple, qui en observant ce que je viens de vous montrer, en regardant les espèces à différents endroits, ont pu voir qu'il y avait des variations entre espèces, et ils se sont dit, si ça se trouve, il y a quelque chose en commun, il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge, les choses ne sont pas aussi fixes que ce qu'on croit. Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier ce genre de choses ? C'est pas facile du tout. Mais, à notre époque, on a des outils qui sont assez exceptionnels, des outils qu'aucun de nos ancêtres n'ont eu avant nous, notamment des microscopes qui nous permettent d'aller voir à l'intérieur du vivant et qui nous permettent peut-être de comparer ces choses-là, non pas en les regardant de loin, mais en plongeant à l'intérieur, en essayant d'aller voir de quoi ces choses sont faites. Alors vous savez peut-être que toute la matière qu'on connaît dans notre univers est faite de briques de base. Toutes.
Il n'y a pas d'exception. L'air, les chaises qui sont sous vous, votre peau, vos habits, absolument tout, les étoiles, tout ce que vous voyez, est fait à partir d'atomes. Les atomes, ce sont les briques de base de tout ce qu'on connaît, notamment, du moins de tout ce qu'on connaît. Et il n'y a pas à chercher. Si vous voulez regarder à l'intérieur d'un objet, vous pouvez creuser, 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 vous allez tomber sur des atomes systématiquement. La question est de savoir s'il en est de même pour le vivant. Est-ce qu'il existe une brique de base qui ne s'applique qu'au vivant et non pas à d'autres choses? Alors, juste histoire de savoir, qui parmi vous pense qu'il existe une brique de base du vivant et que tout le monde, tout le vivant, le monde, oui, tout le vivant qui existe sur Terre, notamment, est fait à partir de cette brique de base? Levez la main qui pense que c'est le cas. Qui pense que non, qu'il y a plein de choses différentes. Qui n'a pas tout à fait compris la question? On va y répondre quand même, hein, à cette question un peu bizarre. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont rigolé sur la dernière, pas compris. En 1665, il y a un scientifique anglais qui s'appelle Hooke, que voici, qui a utilisé les microscopes qui venaient d'être inventés pour regarder du liège, la plante, le liège. Et en regardant le liège, il a vu ça. C'est un dessin qu'il a fait dans la foulée. Ce genre de choses, on ne les avait pas vraiment vues avant parce que c'était trop petit. Donc il a pris une feuille et il a zoomé à l'intérieur avec son microscope et il a vu ça. Il a vu qu'il y avait des petits compartiments un petit peu partout. Aujourd'hui, avec nos microscopes à nous, on est quand même sacrément meilleurs, on voit des choses comme ça. Hooke s'est dit, quand même, ça ressemble vachement à des cellules de moines dans des monastères. Donc je vais appeler ça comment? Des cellules. C'est comme ça qu'il a appelé ces petits compartiments, des cellules. Les cellules, ça ressemble à ça. Et si on en fait un dessin aujourd'hui, un schéma, ça ressemble à ça. Ça, c'est une cellule de plante. Quasiment 100% des plantes de notre planète sont faites de cellules comme celle-là. On voit qu'il y a des choses à l'intérieur, mais c'est une cellule. C'est la brique de base de toutes les plantes qui existent sur Terre. Vous pouvez prendre n'importe laquelle, où que vous soyez, vous allez zoomer à l'intérieur, vous allez trouver un truc comme ça dans toutes les plantes qui existent. Bien. Il se trouve que dans les animaux, si on fait la même chose, on remarque que là aussi, il y a une cellule qui est un petit peu différente. La membrane qui est tout autour, elle n'est pas solide, alors que là, elle est solide. C'est pour ça que les plantes ne marchent pas. Elles préfèrent rester là où elles sont, en général. Elles ne peuvent pas se déplacer. Alors que les animaux qui ont des cellules qui sont plus molles peuvent se déplacer. Mais ça ressemble. Les deux se ressemblent énormément, en réalité. En fait, tous les organismes vivants qui sont faits de ce genre de cellules-là, c'est-à-dire une cellule à l'intérieur de laquelle il y a un noyau, c'est le truc gris qui est dans les deux cas, ça s'appelle des eucaryotes. Les eucaryotes, ce sont tous les animaux, toutes les plantes, tous les organismes que vous pouvez trouver qui ont à l'intérieur de leurs cellules un noyau. Nous, on est des eucaryotes. Toutes les cellules qui sont à l'intérieur de nos corps possèdent un noyau, comme vous le voyez à gauche. Après, vous pouvez continuer à chercher. Si on regarde les plantes, les champignons, les animaux, tout va rentrer dans cette catégorie-là. Absolument tout. En gros, quasi toutes les bestioles qu'on peut voir à l'œil nu, qu'elles soient des plantes ou autre chose, sont des eucaryotes. Parce qu'il y a plein de cellules qui sont mises ensemble, du coup ça devient suffisamment gros pour qu'on puisse le voir. Mais il y en a plein d'autres qui sont plus petites et qu'on ne voit pas, parce qu'elles sont trop petites. Ce sont les cellules qui n'ont pas de noyau, comme par exemple celles qu'on appelle les bactéries. Les bactéries, toutes les bactéries, ça ressemble à des trucs comme ça, il y a plein de formes différentes qu'on ne pouvait pas voir avant, hein. Ça c'est un millionième de mètre. Et il y en a d'autres encore qui s'appellent des archées, qui ressemblent à des bactéries et qui elles aussi sont des cellules sans noyau. Et alors, vu qu'elles se ressemblent en forme, on va dire que tous les trucs à droite là, ça ressemble à ça. C'est une cellule, il n'y a pas de noyau gris à l'intérieur.
tout est mélangé. Rien que cette distinction-là, ça fait à peu près 60 ans qu'on la connaît. Jusqu'à il y a 60 ans, on pensait qu'il n'y avait que 2 types de cellules sur Terre, celles dont on fait partie, les eucaryotes, celles des bactéries, qui n'ont pas de noyau, et les archées ont été découvertes dans les années 70 par un biologiste américain qui s'appelle Carl Woese, qui a remarqué que certes, elles n'avaient pas de noyau, mais elles n'avaient rien à voir avec des bactéries, elles étaient beaucoup plus proches dans leur fonctionnement de celles de gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années 70, on a réalisé qu'il y avait 3 manières d'être vivant sur Terre. C'est tout. Il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas trouvées encore, mais pour l'instant, de tous les organismes qu'on a vus, il n'y en a que 3 catégories qui existent, et les catégories, les voilà. Eucaryotes, truc avec noyau, et puis 2 autres qui n'ont pas de noyau, qui se comportent un peu bizarrement. Et les archées, celles de droite, ont une capacité extraordinaire de pouvoir survivre dans des endroits extrêmes où ni les bactéries ni les eucaryotes ne peuvent survivre. Ça peut être dans des endroits extrêmement chauds, on les appelle des thermophiles, ou c'est des extrémophiles, dans les endroits extrêmement salés, dans des endroits froids, dans plein d'endroits différents. On en trouve un petit peu partout. On a ces 3 catégories-là. Dans cette première partie de la conférence, on va essayer d'aller le plus loin possible pour essayer de déterminer ce qu'est le vivant qui est autour de nous sur Terre. Dans la deuxième partie de la conférence, on va essayer d'aller en chercher la source dans l'espace. Mais tant qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne peut pas partir à la recherche de cette chose. C'est pour ça qu'on va être obligé d'essayer de comprendre ce qu'est le vivant sur Terre avant d'essayer d'en trouver son origine. Et pour l'instant, je vous dis, on n'a que 3 exemples de vivants sur Terre qui sont les eucaryotes, les bactéries et les archées. La question du coup va être de savoir de quoi sont faites ces cellules. Comment est-ce que ces cellules sont apparues? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que c'est ça qui nous rend vivants? Dans une cellule, depuis 30 ans, on arrive à filmer ce qui se passe à l'intérieur en vrai. C'est-à-dire qu'on arrive à voir le fonctionnement d'une cellule qui est en vie. Jusqu'à il y a 30 ans, lorsqu'on essayait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur d'une cellule, on la cassait comme un œuf, on la mettait dans une centrifuge et on regardait un petit peu ce qui s'étalait partout. Maintenant, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on a réalisé qu'il y a des compartiments assez spéciaux. On sait que les cellules sont faites de certaines choses, de lipides. On sait qu'il y a des endroits qui servent pour produire de l'énergie, ces trucs-là qu'on appelle des mitochondries. On sait qu'il y a des endroits, comme ces 2 hamburgers tout plats, qui permettent de fabriquer des protéines. C'est des usines à protéines, c'est juste ces petits trucs rouges-là. Et il y a un autre endroit particulier dans les eucaryotes qui a un noyau qui est comme celui-là. On peut aller chercher aussi loin qu'on veut à l'intérieur, on ne trouve pas d'éléments magiques. On ne trouve pas d'éléments qui soient différents de ceux qu'on trouve ailleurs, autour de nous, sur Terre ou même dans l'espace. Tout est fait des mêmes éléments que le reste. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi c'est vivant et pas ce qui est à l'extérieur? À l'intérieur du noyau, vous voyez qu'il y a quelque chose de rouge. Et ce truc qui est rouge a été découvert, disons, en tout cas ses propriétés ont été découvertes en 1963. C'est ce qui permet de répondre à une question que j'espère que toutes et tous dans la salle vous vous êtes déjà posée, à savoir pourquoi un humain donne naissance à un humain et pas à une girafe. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que ça nous fait rire? La seule raison pour laquelle ça nous fait rire, c'est la même que celle de tout à l'heure, qui était, quand j'ai dit que voilà, c'est eux qui voulaient parier et que vous seriez trempés, c'est que vous savez qu'il y a probablement une loi qui empêche une espèce de donner naissance à une autre espèce. Mais c'est quoi cette loi? C'est laquelle? Qu'est-ce qu'elle dit? D'où elle vient? Elle s'applique à quoi? Pendant plus de 5000 ans, nos ancêtres n'ont pas su répondre à cette question. Ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas accès
à ce royaume du minuscule qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais la réponse, elle est là. Elle est dans ce truc rouge qui est à l'intérieur du noyau. Ce truc rouge, c'est l'ADN. C'est une sorte de code qui dit que vous êtes des humains et que si vous vous reproduisez, c'est à travers cet ADN que vous allez créer un autre humain. Si je dis ça par rapport à vous, c'est que c'est vrai pour toutes les autres espèces qui existent sur Terre. Parce que vous avez rigolé quand j'ai dit un humain donnerait naissance à une girafe, mais si je vous disais qu'une salade donnait naissance à un hippopotame, vous rigoleriez aussi. La salade va donner naissance à une salade. C'est donc qu'il y a là aussi un code, le même. Un code qui est fait d'ADN, qui est ce truc-là. Alors, l'ADN, je vous ai dit qu'il a été trouvé en 1963 par Watson, que voici, Crick, que voilà, et ils ont trouvé tout ça grâce à une cristallographe qui était absolument extraordinaire, qui s'appelait Rosalind Franklin, que voilà, qui n'a pas eu le prix Nobel avec eux, parce qu'elle est morte. Elle est morte juste avant, malheureusement, et en général, les prix Nobel ne sont décernés qu'aux vivants. Mais si elle avait été vivante, je suis absolument persuadé qu'elle l'aurait eu avec eux. Parce que c'est elle qui a réussi à prendre des photos en rayon X, en cristallographie, pour essayer de voir la structure de ces choses que Watson et Crick ont compris être une double hélice comme celle-ci. Alors, cette double hélice, je vous dis, elle est en nous. En fait, elle est dans chacune des cellules de votre corps. Vous, en moyenne, vous avez environ 30 000 milliards de cellules en vous. Vous pouvez les compter, elles sont toutes là. Vous avez 30 000 milliards de cellules dans votre corps qui interagissent les unes avec les autres. Dans chacune de ces cellules, plus ou moins, il y a un brin d'ADN qui, si on le met tout droit, fait 2 mètres de long. Donc vous avez 30 000 milliards de fois 2 mètres d'ADN dans vous, là maintenant. En gros, ça veut dire que si vous les mettez bout à bout, vous pouvez aller de la Terre à la Lune. Ça fait 150 millions de kilomètres. Okay, 30 000 milliards de mètres. En gros, vous pouvez faire l'aller-retour jusqu'à la Lune avec votre ADN 1000 fois. Et vous avez ça en vous, là, maintenant, toutes et tous, autant que vous êtes, sauf peut-être vous. Mais sinon, le reste, vous avez à peu près cette quantité d'ADN en vous. Cet ADN que les humains ont, cette double hélice, vous avez vu qu'il y a des endroits où ça se touche, ça s'appelle des bases, je vais vous le montrer dans une seconde. Ces bases, nous les humains, dans notre ADN, on en a 3 milliards. Les 2 mètres de cette double hélice sont faits de 3 milliards de bases. 3 milliards de bases qui codent pour des choses, qui codent pour des protéines, notamment. C'est ce qu'on appelle des gènes. C'est-à-dire que ça veut dire quelque chose. Ça signifie quelque chose qui est écrit sur l'ADN. Et il y a 20 000 mots, 20 000 phrases, si vous voulez, qui sont écrites sur l'ADN humain. C'est à peu près ça qu'on a. 3 milliards de bases, 20 000 gènes, ce qui nous donne nous. C'est pour ça que j'ai mis cette photo, qui est apparue un peu tôt, mais qui dit quand même qu'on est super fiers d'avoir nos 20 000 gènes en nous avec 3 milliards de bases. Et c'est parce qu'on est aussi fiers et parce qu'on a 3 milliards de bases et donc qu'on est extrêmement fort qu'on vit et qu'on a réussi à fabriquer ce genre d'endroit. Ça, c'est vraiment grâce à nos 3 milliards de bases. Ce qui, franchement, quand on regarde la mainmise qu'on a sur notre planète, on voit qu'avec une évolution qui nous a donné autant de bases, c'est un peu normal qu'on soit maître du monde. S'il y avait d'autres espèces qui avaient plus, on ne comprendrait pas, mais vu que voilà, on a nos 3 milliards, on est content. Je vous remontre l'axolote. Nous avons 3 milliards de bases, l'axolote en a 32 milliards. Donc il a 10 fois plus de nombre de bases que nous dans son ADN, ce qui lui permet notamment, pour des raisons qu'on ignore encore, qu'on comprendra peut-être un jour, lorsqu'il se fait attaquer par un prédateur et par exemple bouffer un bras, de faire repousser son bras derrière. Il arrive à repousser absolument tous les membres de son corps lorsqu'ils se font couper parce que son
organisme lui permet de faire ça. Et c'est pour ça que lui, il habite là, et non pas dans des gratte-ciel qui sont un petit peu partout. J'aime bien les deux, hein, mais ça, c'est quand même sympa comme petit endroit. Les paires de bases, vous les voyez là. Vous voyez qu'il y a deux hélices, il y a deux sortes de squelettes extérieurs qui sont reliés par des barreaux au milieu. Si on le regarde d'un petit peu plus près, ça donne ça. Les paires de bases, c'est ce qui est en jaune, en rouge, en vert et en bleu. Et tout autour, il y a voilà, ce squelette qui est un petit peu qui entoure les doubles hélices d'ADN. De quoi c'est fait ça? De quoi est fait l'ADN? Est-ce que là encore, il y a des éléments précieux, des éléments spéciaux qui sont à l'intérieur de ça? Je sais que certains et certaines parmi vous connaissent la réponse à cette question, mais il faut se souvenir qu'avant 1960, personne n'en avait la moindre idée. Donc c'est le genre de choses dont nous avons hérité depuis même pas un siècle pour essayer de comprendre ce qu'est le vivant. Alors, ces bases-là que vous voyez là, je vous les ai montrées. Alors, je vous dis juste, il y a quelques moments où je vais vous montrer des formules. Mais comme j'ai dit tout à l'heure que vous étiez le public le plus intelligent de France, voire du monde, quand vous regardez ça, vous devriez faire « Ah oui, 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 très bien. Je vois tout à fait de quoi il s'agit. » En gros, je veux juste vous montrer des noms, là. C'est pas très grave si on ne comprend pas. Mais il y a des petites initiales, C, G, A, T. Si vous regardez en haut ou même en bas, là, vous avez bleu, jaune, bleu, et ben ça fait C-A-C-A-C. Ça fait des lettres. Ça fait un mot. Ça fait une phrase. C'est comme ça qu'est codé le vivant sur Terre. C'est grâce à ce genre de mots. Vous en mettez 3 milliards les uns à côté des autres, et de temps en temps, vous allez avoir des choses qui signifient un mot, qui signifient un ordre qui est donné. Soit dit en passant, on a peut-être 3 milliards de bases dans notre ADN à nous, mais il n'y en a que 2% qui veulent dire quelque chose qu'on comprend. Le reste, on n'est pas sûr. Peut-être que ça ne veut rien dire, peut-être que c'est des reliquats du passé qui ne servent plus à rien et ont perdu leur signification. Peut-être que c'est juste arrivé et que ça signifiera quelque chose dans le futur. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc il n'y a que 2% de notre ADN qui signifie quelque chose. Dans le vivant, il s'agit de lire cet ADN. La façon dont nos cellules le font, c'est qu'elles coupent, elles ouvrent ça au milieu, l'écartent et copient un côté dans cette langue-là, qui est non plus de l'ADN, mais de l'ARN. C'est quasiment la même chose, sauf que le squelette extérieur est juste un petit peu différent. Il y a un sucre qui est à l'intérieur qui est un petit peu différent. Et là, on a les lettres qui sont à côté. La façon dont c'est fait, je vais vous la montrer maintenant en vous projetant un petit film qui a été fait par des biologistes de Harvard, qui va vous montrer ce qui se passe en temps réel à l'intérieur de vos cellules. Les deux brins qui apparaissent là, ce qu'on voit là, ce sont des brins d'ADN. En rouge, à l'extérieur, c'est le squelette, et en jaune, ce sont les brins, les bras d'ADN, les bases qui se touchent. À l'intérieur de vos cellules, voilà ce qui se passe. C'est en temps réel. Ça, vous avez l'ADN et vous avez des petites molécules qui viennent se poser dessus. Lorsque ce sont les bonnes molécules qui se posent dessus, ça va écarter les deux brins et prendre ces petits trucs jaunes qui flottent un petit peu partout, qui sont de la base de l'ARN et qui vont former de l'ARN. Le gros truc jaune là, qui apparaît derrière, c'est l'ADN qui est copié et qui devient de l'ARN. Ça va à cette vitesse-là dans vos cellules. La partie verte qui apparaît, c'est lorsque, à l'intérieur d'un gène, il y a une partie qui ne sert à rien, ou en tout cas qui apparemment ne sert à rien. Et dans ces cas-là, il y a d'autres molécules qui viennent regarder ça et qui se disent « Oh là, cette partie-là, elle ne sert à rien, eh bien on va la couper ». Si vous regardez à l'intérieur de vous-même, vous devriez voir que c'est en train de se passer en vous, ça.
Et comme je vous le disais, vous avez 30 000 milliards de cellules à l'intérieur de vos corps. C'est en train d'avoir lieu dans chacune d'entre elles. Pas étonnant qu'on soit éclaté à la fin de la journée. Là, il y a un petit bout qui a été coupé. En anglais, ça se dit splice. Et là, vous voyez, ça c'est tout un mot qui a été copié. C'est un gène. Ce qui est en jaune, là, c'est le résultat d'un gène. Et ce qui est en vert est en train d'être éliminé de ce morceau d'ARN qui était, là, pour l'instant, à l'intérieur du noyau de votre cellule. Mais une fois qu'il est prêt, une fois qu'il n'y a plus rien, il va sortir du noyau. Donc le noyau, c'est la partie verte qui est là. Et il est sorti à l'extérieur du noyau. Et là, il y a tous les petits points rouges en haut à droite, un peu partout, qui vont se coller dessus et qui vont lire ce qui est écrit sur l'ARN, là, le A, G, C, U. Et ça va piocher à l'intérieur du liquide qui entoure votre noyau dans votre cellule des petits bouts d'acides aminés pour fabriquer une protéine. Ça lit le code, la recette qui est écrite sur l'ARN, et ça fabrique une protéine, c'est ce qui est là, en rouge, et qui apparaît. Et c'est ça qui va être dans vos muscles, dans votre peau, dans absolument tout votre corps. C'est ça que vos cellules font en permanence pour rester en vie. Ça, on ne savait pas. Ça. Il y a 50 ans, on n'avait aucune idée que ça fonctionnait comme ça, l'intérieur des cellules de notre corps. Mais aujourd'hui, on sait. Lorsque, il y a 200 ans, Darwin et Wallace à droite, on m'a fait remarquer tout à l'heure que Wallace ressemble tout à fait à Darwin qui s'est mis incognito en mettant des lunettes. Qui se ressemblent, mais vous avez à gauche Darwin et à droite Wallace, qui sont un petit peu les deux découvreurs de l'évolution telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui ont remarqué que dans l'histoire du vivant, les choses ne pouvaient pas être restées telles qu'elles sont. La vision moderne de l'évolution a à voir non plus seulement avec les aspects extérieurs des choses, mais avec l'ADN lui-même. La façon dont cet ADN, qui se copie de génération en génération, change avec le temps et donne naissance petit à petit à différentes espèces. C'est la vision moderne de l'évolution qui est de dire que ça prend sa racine à l'intérieur même de cet ADN qui existe dans nos cellules. Alors, ça voudrait dire que à l'intérieur des cellules, on devrait, d'une certaine manière, pouvoir lire l'histoire du vivant. Pourquoi ? Parce qu'on devrait être capable de comparer, par exemple, tous les ADN de tous les organismes vivants aujourd'hui, et voir s'ils se ressemblent ou non. Si vous avez déjà entendu dire que nous descendons du singe, la raison est la suivante. C'est que, en regardant les ADN de la plupart des organismes que nous connaissons autour de nous, il se trouve qu'il y en a deux qui sont beaucoup plus proches d'une autre que tous les autres. Ce sont les chimpanzés et les bonobos, deux espèces de grands singes. Donc les gens se sont dit à l'époque de Darwin, mais il est en train de nous dire qu'on descend du singe, ce gaillard-là, barbu, sans lunettes. Eh bien, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, ni ce qu'il a pensé. Ce qu'il a dit, c'est qu'aujourd'hui, ces trois espèces-là, que sont nous, les Homo sapiens, les bonobos et les chimpanzés, nous avons un ancêtre, il n'y a pas très longtemps, qui a donné naissance à ces trois espèces cousines. Si on remonte plus loin encore dans le temps, on va réaliser qu'on est cousin avec des lapins, avec les cerfs, avec absolument tous les autres animaux. Si on remonte encore plus loin, on va réaliser qu'on est cousin même avec les plantes, qu'on est cousin absolument avec tout le reste des organismes vivants sur Terre, aujourd'hui. Mais on n'arrive pas à le faire d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas totalement faire confiance à l'ADN. Pour une raison qui est assez simple, c'est qu'il y a des organismes qui arrivent à faire passer un bout de leur ADN dans celui d'un autre organisme. Les virus savent faire ça, les bactéries peuvent faire ça, elles vont insérer leur ADN dans un ADN
d'une autre espèce, histoire que l'ADN perdure, d'une certaine manière. C'est que ça brouille un petit peu les pistes. Mais au départ, on a trouvé un autre petit truc à regarder à l'intérieur des cellules qui nous permet de remonter dans le temps. Il s'agit de quelque chose qui est commun à absolument toutes les cellules qui existent autour de nous. Ce sont ce qu'on appelle les ribosomes. C'est ce que vous venez de voir se coller à l'ARN pour fabriquer la protéine. Les ribosomes, ils ressemblent à ça. C'est une vision en 3D de ce qu'est un ribosome. Le petit bout rouge qui est au centre, c'est probablement une des parties les plus anciennes du vivant qui existe encore aujourd'hui. C'est ce qui permet, à partir d'un certain code, de fabriquer des protéines, de lire un code pour fabriquer des protéines. Il se trouve que c'est une molécule d'ARN qui est à l'intérieur de tous les ribosomes, de toutes les cellules qui existent. Pour avoir réussi à trouver la forme géométrique d'un ribosome, Yonath, Ramakrishnan et States ont eu le prix Nobel en 2009 parce qu'ils ont réussi, c'était quand même compliqué, à comprendre le fonctionnement de ce genre d'outil qui est à l'intérieur de nos cellules pour fabriquer des protéines et de voir que la partie rouge qui est là est peut-être une des plus anciennes qui soit. Alors, c'est en comparant du coup ce truc rouge qui est à l'intérieur des ribosomes qu'on a pu faire des liens de parenté entre toutes les espèces qui existent sur Terre. Et c'est là que ça devient un petit peu amusant. Parce qu'une fois qu'on a un lien de parenté, une fois qu'on a une généalogie, eh ben on peut essayer de remonter dans le temps. Darwin lui-même, avant de comprendre ce qu'étaient les cellules, avant de savoir tout ce que je viens de vous dire sur l'ADN, s'est posé la question suivante. Il s'est dit, mais si ça se trouve, en faisant une généalogie, en remontant dans le temps, on réalisera qu'il a existé, il y a extrêmement longtemps sur notre planète, un organisme vivant qui a donné naissance à tous les autres. Un organisme qui est l'organisme parent, mère, père, comme vous voulez, de tout le vivant sur Terre. Il avait pensé ça, il s'est dit qu'il allait se faire complètement massacrer par les religieux de son époque, donc il a préféré ne pas le dire publiquement. Il l'a écrit dans une lettre, il l'a écrit dans ses cahiers, où il s'est posé la question de savoir, mais si ça se trouve, aujourd'hui, sur Terre, si toutes les conditions, je cite plus ou moins bien son texte, il disait si toutes les conditions étaient réunies avec les bons éléments dans une petite mare chaude, eh ben peut-être que pourrait apparaître, à partir de matière inanimée, quelque chose qui serait vivant. Il a écrit ça dans une lettre qu'il a envoyée à un de ses amis, mais il ne l'a pas publié dans ses livres. Toute la vision jusqu'au XXe siècle de ce qu'est l'évolution, jusqu'à nous quasiment, elle vient un petit peu de cette idée-là. Que quelque chose est arrivé, que c'est quelque chose, appelons-le une cellule, même si c'était peut-être autre chose au départ, a donné naissance à d'autres cellules, et puis il y en a qui étaient plus habiles que d'autres, il y en a qui étaient plus costauds que d'autres, il y a eu des petits changements dans l'ADN, que ce soit des erreurs ou autres, et finalement il y a eu l'extraordinaire diversité du vivant qu'on a aujourd'hui sur Terre, grâce à une chose, le combat, la survie du plus fort, voilà, le combat, c'est normal. Il n'y a pas toutes les ressources nécessaires pour faire vivre tout le monde, donc forcément, le plus fort va l'emporter et continuer. Cette vision-là de l'évolution, elle est tenue jusqu'aux années, je dirais quasiment jusqu'à 2019, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Pourquoi 2019 ? Parce qu'une découverte a été faite en 2019. Une découverte qui avait été imaginée un petit peu avant, dans les années 70. C'est quelqu'un qui s'est dit « Ok, je veux bien que l'évolution soit là, qu'il y ait un changement entre une génération et une autre, et que ça puisse donner naissance à de nouvelles espèces, mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est ça, le truc gris qu'on trouve chez les plantes, le truc gris qu'on trouve chez les animaux et autres, ce noyau. Et les autres compartiments, notamment celui qui est là en vert,
qui est un compartiment qui permet aux plantes de faire de la photosynthèse, qui est à l'intérieur. Ou cet endroit-là, ce petit truc qui permet aux cellules d'avoir de l'énergie. Comment est-ce que tout d'un coup, ce genre de choses est apparu à l'intérieur d'une cellule? Si on regarde les bactéries, il n'y a rien, il n'y a pas de compartiment dedans. Il y a une cellule, une sorte de paroi, si vous voulez, qui sépare l'extérieur et l'intérieur. Il y a de l'ADN dedans, il y a tout ce qu'il faut pour faire les choses à l'intérieur pour qu'une bactérie survive, qu'une archée survive. Il n'y a pas de noyau. Comment est apparu le noyau? Eh bien, la personne qui s'est posé cette question s'est dit que les plus grandes révolutions dans l'évolution n'ont pas eu lieu à cause ou grâce à la compétition, mais par l'entraide, par la mise en commun de certaines capacités. Cette personne s'est dit qu'à un moment dans l'histoire, plusieurs moments peut-être, les bactéries qui sont en haut et les archées se sont mises ensemble. Il y en a une qui a peut-être mangé l'autre, mais au lieu de la digérer, elle a gardé l'autre à l'intérieur d'elle-même et les deux se sont mises à vivre ainsi, à partager leurs ressources, à être de plus en plus efficaces en laissant certaines tâches à l'une puis à l'autre, à tel point qu'au bout d'un moment, elles sont devenues inséparables. Et que c'est comme ça que tous ces compartiments qui sont à l'intérieur de nos cellules à nous, des cellules des plantes, sont apparus et ont pu survivre et conquérir la planète tout entière. C'est par l'entraide. Soudain, on avait une autre vision de l'évolution qui n'était plus seulement la survie du plus fort, mais l'entraide qui permettait de faire des bonds gigantesques dans les capacités de certains organismes. Avant qu'on ait ces petites choses à l'intérieur, notamment avant qu'on ait cette entraide, dis donc, avant qu'on ait cette symbiose, les organismes multicellulaires comme nous n'existaient pas, ne pouvaient pas exister. Si nous sommes apparus, c'est parce qu'une symbiose comme ça a pu avoir lieu. La personne qui a eu cette idée a été complètement ridiculisée par ses pairs, comme c'est souvent le cas quand on a une idée révolutionnaire. C'est elle. Elle s'appelle Lynn Margulis. C'était dans les années 70 et c'est elle qui a suggéré qu'il était possible d'avoir ce genre de symbiose et que l'évolution, la réelle évolution, est arrivée à partir de l'entraide. Le genre de commentaire qu'elle a eu, c'est on parle de petits discours de bonne femme, on parle de choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la réalité. Pourquoi je vous ai dit que c'était jusqu'en 2019 que c'est resté? Parce que si c'est vrai, ce que disait Lynn Margulis, il faudrait quand même trouver une preuve, quelque part, pour le vérifier. Parce qu'autant on a envie qu'elle ait raison, d'une certaine manière, ça fait toujours du bien de se dire que l'entraide fonctionne, mais si on n'arrive pas à le prouver, ça reste juste une idée abstraite. Et ben en 2019, en cherchant au fin fond des océans, des endroits où vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle des fumeurs noirs. C'est des endroits où il y a une activité volcanique sous-marine vraiment loin au fond des océans. Et à certains endroits, il y a de l'eau ultra chaude et pleine de minéraux qui sort des entrailles des abysses, en gros. Et l'eau peut être à 300-400 degrés Celsius autour de ces fumeurs noirs qui crachent une fumée minérale. Et si on s'éloigne un petit peu, la température baisse extrêmement vite et au bout d'une quinzaine de mètres, elle peut être retournée à 1, 2 ou 3 degrés. Donc ça va de 1 à 400 degrés en quelques mètres. Et la lumière du soleil n'arrive jamais dans ces endroits-là. Et pourtant, il y a de la vie autour de ces fumeurs noirs. Il y a plein de vie. Et en récoltant les sols à ces endroits-là, pour essayer de les étudier, il y a un chercheur, un biologiste qui s'appelle Richt Etema, qui a découvert une archée particulière qui semblait avoir des propriétés complètement folles, de réussir à se fabriquer une paroi à l'intérieur d'elle-même et qui pouvait éventuellement être ce fameux chaînon manquant. Cette archée qui aurait pu gober une bactérie et la garder en elle-même pour fabriquer autre chose. Ce serait cool si on avait un exemple de ce genre de bactérie. Alors le problème, le fumeur noir en question, il était là-haut, là, tout en haut, il était au milieu de l'océan Arctique.
par 800 mètres de fond. Et en découvrant ces archées spéciales que Etema a nommé les archées d'Asgard, et d'ailleurs il a appelé cet endroit le château de Loki, parce qu'ils n'arrivaient pas à le trouver. Donc ils se sont dit, il se paye notre tête comme Loki. Il a essayé de le cultiver dans un laboratoire, cet organisme, cet arché. Impossible. Impossible. Dès qu'on le remontait à la surface, il mourait systématiquement. Mais en parallèle de ça, il y a une équipe au Japon qui a essayé pendant 14 ans de faire vivre cet arché dans un laboratoire et qui a finalement réussi et qui nous a donné une photo de cet arché en laboratoire en 2019 et en 2024 même. Ça a été découvert en 2019 et en 2024, donc il y a 1 an et demi, il a réussi à prendre cette photo de cet arché-là qui pourrait être l'ancêtre, ou en tout cas un cousin de l'ancêtre de cette... Vous voyez pourquoi ça marche bien? Parce que si on met une bactérie au milieu, là, avec tous ces fils qui sont là, l'arché peut l'embarquer à l'intérieur d'elle-même et éventuellement la garder à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle a en elle la capacité de fabriquer une paroi. En gros, je vous présente le cousin de notre ancêtre. Je sais que c'est un moment assez émouvant, hein, que vous ne vous attendiez peut-être pas à voir ça, mais c'était il y a environ 2 milliards d'années, vous étiez tout jeune, il y a un arché de ce type-là, probablement, qui a gobé une bactérie et qui est devenue une symbiose qui, aujourd'hui, a donné vous. Quand même une belle épopée. On peut la remercier, cet arché-là. Du coup, si on essaie de faire un lien entre les bactéries et les archées, on voit qu'il y a 2 milliards d'années, grâce à celle qu'on vient de voir, c'est devenu des eucaryotes. Mais ce qu'on aimerait, c'est repartir dans le passé. Et en regardant les bactéries et les archées, on réalise, en regardant leur ADN, qu'elles ont, elles aussi, forcément un ancêtre commun, qui a été appelé Luca, comme vous le voyez là. C'est un ancêtre de toutes les bactéries, toutes les archées, et du coup, de tous les eucaryotes qui existent. Luca signifie Last Universal Common Ancestor. Je l'ai fait avec un bel accent français. Ça veut dire le dernier ancêtre commun universel. C'est lui, Luca. Donc vous venez de voir l'endroit où les bactéries et les archées deviennent les eucaryotes. C'était il y a 2 milliards d'années. C'était l'ancêtre dont je viens de vous parler. Lui, là, Luca, on ne sait pas exactement quand il a existé. On a une petite idée, mais on voit à l'intérieur de l'ADN de l'ensemble du vivant aujourd'hui qu'il a forcément existé. Alors, pour se donner une petite idée de quand il a existé, on peut essayer de creuser partout sur Terre pour essayer de retrouver les plus anciennes traces de vivants possibles. Il y a certaines découvertes qui sont controversées, où tout le monde n'est pas 100% d'accord qu'il s'agissait de vivants parce que c'est trop petit, mais il y a au moins un morceau ou plusieurs morceaux sur lesquels tout le monde est d'accord. Ce sont des morceaux qui ressemblent... je vous les montrerai juste après. Parce que le but, c'est de remonter... Oui, pardon. Je vais vous montrer juste après. Le but, c'est de remonter plus loin que Luca. J'ai oublié de vous dire où on allait. Le but de sa recherche de l'origine de la vie, c'est de savoir si Luca était le premier ou s'il y a eu quelque chose avant. Luca était forcément une cellule. Une cellule, c'est beaucoup trop complexe. Une cellule grosse avec ses parois et tous ces trucs à l'intérieur, quand bien même il n'y aurait pas de compartiment, c'est beaucoup trop complexe. Donc on est absolument persuadé qu'il y avait quelque chose avant Luca. Mais quoi? On ne sait pas. C'est ça la grosse question. La question de l'origine de la vie sur Terre, c'est ça. C'est ce qui se passe au niveau de ce point d'interrogation. Et c'est là que vous allez me dire, mais il suffirait de continuer avec l'ADN ou avec la génétique ou je ne sais pas quoi pour aller de plus en plus loin. Mais là, on arrive à un moment dans notre passé, dans le passé de la Terre, où tout était tellement petit, où les choses pouvaient tellement échanger avec les unes les autres, que ce soit à cause de virus ou de transfert de gènes, qu'on arrive dans un endroit du vivant où tout devient flou. On a une sorte de soupe qu'on n'arrive
dans laquelle on n'arrive pas à distinguer, même de manière abstraite, une espèce d'une autre. Tout devient complètement mélangé. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un trait à cet endroit-là, on a plein de choses qui se mélangent et on n'arrive plus à suivre la génétique pour remonter jusqu'à l'origine du vivant. Je reviens à ma question d'avant. De quand date Lucas? Pour avoir une petite idée d'où on est dans l'histoire de la Terre. Eh bien, Lucas, l'organisme le plus ancien qu'on ait réussi à voir sur Terre, où tout le monde est d'accord, ça ressemble à ça. Ça, c'est un morceau d'un truc qu'on appelle les stromatolites. Et ce morceau-là, qui est gardé à Toulouse, date d'il y a environ 3,6 milliards d'années. On sait que c'est vivant pour deux raisons. Que ça a été vivant. Là, on voit qu'il y a des strates un petit peu partout. En fait, ce sont des colonies de bactéries qui vivaient il y a 3,6 milliards d'années, qui, durant leur existence et en mouvement, ont déposé des minéraux les uns après les autres pour former ce genre de formation. Alors vous allez me dire, ils ont quand même pas mal d'imagination, les scientifiques, pour se dire qu'un truc comme ça était vivant à une époque. Mais il se trouve que pour les stromatolites, on en est absolument certain, à 100%. Pourquoi ? Parce qu'il en existe encore aujourd'hui. Ça ressemble à ça. Alors, ce n'est pas des œufs dans Alien, des œufs dans Alien, quoique ça pourrait, mais c'est des formations qui existent encore aujourd'hui et on voit très exactement comment elles fonctionnent. Grâce à elles, on sait qu'il y a 3,6, 3,7 milliards d'années, des colonies de bactéries comme ça existaient sur Terre. Ce qui veut dire que notre Lucas existait il y a environ au moins peut-être 4 milliards d'années sur Terre et que donc l'origine du vivant sur Terre est antérieure à ça. Et là, on commence à rentrer dans une zone où on ne sait plus grand-chose parce qu'on est dans la plus petite enfance de notre monde et la question qui se pose alors, c'est de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de la Terre pour que de la vie ait pu apparaître à ce moment-là sur notre monde? On vient de finir la première partie de l'exposé. Il y en a 14. La deuxième partie, non, il n'y en a que 2. La deuxième partie, nous allons essayer de trouver quelques petites réponses aux questions que j'ai laissées en suspens dans cette première partie en allant dans l'espace. Parce que si on veut comprendre l'origine de la vie sur Terre, on est obligé d'essayer de comprendre l'origine des éléments qui sont autour de nous, l'origine des choses qui formaient la Terre au tout début. Et ça nous permettra même peut-être de répondre à une autre question, si on arrive à comprendre un petit peu mieux l'origine de la vie sur Terre, une question qui, je m'en doute, intéresse peut-être certains et certaines parmi vous, à savoir, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ? Si on arrive à comprendre nos origines, peut-être qu'on peut essayer de la projeter sur d'autres mondes, si d'autres mondes ont des conditions similaires. Alors pour cette deuxième partie, je vous propose de baisser les lumières, vu qu'on va partir dans l'espace. Alors ceux qui étaient déjà là à certaines de mes conférences, vous allez peut-être reconnaître certaines images que je vais montrer, mais la grande majorité d'entre elles datent d'il y a moins de 3 mois, donc elles ne sont pas très très vieilles. Pour avoir une petite idée de l'univers qui nous entoure, avant d'essayer de répondre à toutes ces questions, je vous propose de vraiment partir en voyage et d'essayer de découvrir petit à petit si on trouve des réponses aux grandes questions en chemin. C'est-à-dire qu'on va partir de la Terre et je vous propose d'explorer l'univers qui est autour de nous pour essayer de comprendre l'origine des choses qui nous forment nous. J'imagine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont déjà vu ce genre de ciel étoilé, avec cette bande blanche qui traverse le ciel et qui s'appelle... Magnifique. Et qui s'appelle la Voie lactée. Alors une Voie lactée comme ça, bon, elle est peut-être un petit peu mieux là que ce qu'on pourrait voir à l'œil nu, mais on est familier de ce genre d'image. Cela étant, personne n'a jamais vu la Voie lactée en entier dans le ciel, à cause de l'horizon, à cause de la Terre qui est sous nos pieds, qui est partout, qui bloque une partie du ciel.
Mais on a envoyé un télescope européen qui s'appelle Gaia, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et qui a pris un panorama du ciel autour de lui. Grâce à ce panorama, on sait que la Voie lactée, dont on ne voit jamais qu'un petit bout, en réalité, ressemble à ça. Ça, c'est le panorama qui a été pris par le télescope qui s'appelle Gaia, et qui rassemble une bonne dizaine de milliers de photos qui ont été mises bout à bout. Grâce à ce genre d'images, on a pu déterminer la distance qui nous sépare de chacun des petits points que vous voyez là, de chacune des petites étoiles qui sont dans ce ciel-là. Grâce à ça, on a pu faire une carte de la Voie lactée et avoir une petite idée de ce à quoi elle ressemble vue du dessus. Et bien, vue du dessus, la carte de la Voie lactée est devenue ceci. C'est ce qu'on appelle une galaxie, c'est notre galaxie à nous, nous lui avons donné le nom de Voie lactée. Elle contient environ 300 milliards de soleils, à peu près. Alors, je sais que vous savez que nous sommes l'espèce la plus importante dans l'univers et que donc nous sommes en plein centre de la Voie lactée. Tout le monde sait ça. Mais en réalité, on est en grande banlieue. On est à peu près ici, le soleil. Pour ceux ou celles qui, parmi vous, n'ont pas encore une bonne idée des distances, je vais vous refaire juste une petite parenthèse pour les distances, pour comprendre ce qu'on va devoir traverser tout à l'heure. Vous savez qu'on parle avec un téléphone portable, par exemple, quand vous appelez quelqu'un avec un téléphone portable. Votre voix est transformée en une onde électromagnétique qui part à la vitesse de la lumière. Donc en gros, vous discutez à la vitesse de la lumière. Donc là, moi, si je vous parle... c'est pas vraiment la vitesse de la lumière parce que les enceintes vous envoient quelque chose qui va derrière à la vitesse du son. Mais si vous avez quelqu'un qui est à New York, par exemple, là maintenant, et que vous l'appelez, votre voix va voyager à la vitesse de la lumière pour aller jusqu'à cette période. C'est pour ça que sur Terre, il n'y a pas de délai vraiment, les distances sont trop courtes. Mais là, on va faire comme si vous étiez sur la Lune. On va faire un petit jeu. Vous êtes sur la Lune, moi je suis ici, je vais vous appeler. Pour aller jusqu'à la Lune, la lumière met 1 seconde. Donc je vais faire « Allô ?» Vous allez attendre 1 seconde et vous allez poliment me répondre « Allô ?» On va voir si ça marche. « Allô ?» Parfait. J'ai attendu ma petite seconde moi aussi, du coup il y a 2 secondes de décalage. Maintenant ceux qui savent, vous ne dites rien, les autres, vous allez jouer. Quand on regarde le ciel la nuit, il y a des étoiles partout. Alors forcément, il y en a une qui est plus proche de nous que toutes les autres. C'est pas le Soleil vu qu'on est la nuit et que le Soleil est de l'autre côté. L'étoile la plus proche de nous après le Soleil s'appelle Proxima du Centaure. Il se trouve qu'il y a des planètes autour de Proxima du Centaure et que là, vous êtes sur l'une d'entre elles. Donc je vais vous appeler et quand mon allô arrive à vous, vous me faites allô aussi. Donc vous êtes sur Proxima du Centaure et je vais vous faire un petit coucou. Donc allô. Il n'y a que des connaisseurs dans la salle, c'est bien. Mais tant pis, on va le faire pour de vrai alors. Hein? Mon halo, vous le savez, pour arriver jusqu'à Proxima du Centaure, va mettre 4 ans et demi. Donc il y en a qui ne le savaient quand même pas. 4 ans et demi. Et c'est l'étoile la plus proche de nous après le Soleil. Donc le Soleil, il est là. Voilà, là où est mon doigt. Et Proxima du Centaure, elle est là. Pour traverser la Voie lactée, le halo, à la vitesse de la lumière, mettrait environ 100 000 ans. Donc ça donne une petite idée des distances. Maintenant, vous voyez sur cette image, il y a plein de petits nuages roses. Ces nuages roses-là, oui, non, peut-être soit dit en passant, à l'œil nu, hein, quand on regarde sans jumelles, on voit à peu près ça dans le ciel. On ne voit pas beaucoup plus loin. Il y a 1 ou 2 trucs qu'on voit plus loin que je vous montrerai tout à l'heure, mais la plupart des choses sont contenues dans le petit cercle que je viens de vous montrer. Mais les petits points roses qui sont partout, on a découvert récemment ce que c'est. Ce sont des endroits où sont en train de naître des étoiles. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ces petits points roses. Là, on va faire un vrai zoom à l'intérieur de la Voie lactée jusqu'à un de ces petits points roses. Peut-être qu'on peut se mettre dans le noir complet 2 secondes là-dessus. Tout ça, ce sont de vraies images.
Et on va se diriger vers le petit point rose, le nuage rose qui est au milieu. Ça, ce sont des images qui sont en vraie couleur. C'est-à-dire que c'est réellement ce que vos yeux verraient. Tout est en vraie couleur là, sauf la dernière image vers laquelle on se dirige, qui est une image qui a été prise par le télescope James Webb et qui a été publiée en septembre dernier. Vous voyez la taille du nuage qui est là? Il est absolument gigantesque. Et l'image de James Webb, c'est celle qui va apparaître lorsque le fond va devenir bleu, ce qui va avoir lieu dans quelques secondes. Franchement, on a des bons outils en ce moment. Tout ça, on a zoomé à l'intérieur du nuage rose qui était au fin fond de notre vue. Vous pouvez rallumer la lumière là si vous voulez. On a zoomé à l'intérieur. Vous avez vu ce nuage, il était colossal comparé à ce qu'on voit là. Et pourquoi est-ce qu'il y a une cavité là? Pourquoi est-ce que c'est tout vide tout d'un coup? Eh bien, on peut avoir une petite idée en regardant les nuages qui sont là. On voit qu'il y a des piliers, un peu comme si quelque chose avait soufflé tout ici et était venu cogner sur les nuages un petit peu partout, sauf par endroits, comme là, où apparemment il y avait plus de matière qu'ailleurs, et le souffle a été stoppé par la matière qui a protégé tout ce qui était derrière pour fabriquer ces piliers. Lorsqu'on a ce genre d'image, si on veut savoir ce qu'a causé le souffle, il suffit de suivre les pointes, de voir jusqu'où elles vont. Et là, il y a même un doigt qui vous dit bah, « regarde par là ». Eh ben, c'est la grosse étoile du milieu que vous voyez avec ses bras comme ça. C'est elle qui est une étoile qui vient de naître. Elle est toute neuve, elle est toute jeune, elle brille de mille feux et elle a soufflé avec la force, la puissance de sa jeunesse, tout le nuage de poussière qui était autour d'elle. Et c'est ça qui a créé les cavités, la grande cavité et ce genre de pics qui sont là. Et il se trouve qu'à l'intérieur de ces pics, là où la matière est compressée par le souffle de l'étoile qui vient de naître, là aussi il se passe des choses. Parmi les piliers les plus connus dans l'espace, il y a aussi ceux-ci, qu'on appelle les piliers de la création. Et jusqu'à James Webb, en gros, jusqu'à il y a quelques années, on était complètement incapable d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces nuages, parce que c'est trop loin et notre vue était bloquée par la poussière. Mais avec des télescopes comme James Webb, on arrive à rentrer à l'intérieur de ces nuages. Et vous pouvez voir qu'il y a plein de petits points roses qui sont un petit peu partout à l'intérieur. Tous ces petits points sont d'autres étoiles qui sont en train de naître. À l'intérieur de ces nuages, on voit ce genre de choses. Ça, c'est une vraie photo prise par le télescope James Webb il y a 2 ans. Et vous voyez, dans cette forme de sablier, au centre, il y a une sorte de trait noir. Ce trait noir, c'est un disque gigantesque à l'intérieur duquel la poussière est en train de s'effondrer vers le centre. Donc vous avez énormément de poussière qui est là, une boule qui est en train de se former au centre, qui se devient de plus en plus ratatinée petit à petit et qui va devenir une étoile. Lorsque une boule de poussière devient une étoile, elle va émettre des jets vers le haut et vers le bas, elle va souffler la poussière qui est vers le haut et vers le bas. Ce qui fait que là, sur cette image, on a l'impression qu'à gauche et à droite, il n'y a rien, et qu'en haut et en bas, il y a plein de trucs à l'intérieur du sablier. En réalité, c'est l'inverse. Dans le noir, il y a plein de poussière, mais dans les endroits lumineux, l'étoile qui est au centre du disque a soufflé la poussière, il n'y a plus rien. Ça a créé des cônes qui sont vides, que l'étoile du centre, dont l'étoile du centre illumine les parois. Donc vous avez 2 parois de cônes, en haut et en bas, qui sont illuminées par une étoile qui est en train de naître au centre du petit trait noir qui est au milieu du sablier que vous voyez là. Ça, c'était il y a 2 ans. Ça, c'est une autre image qui a été prise
en septembre, là, juste, qui vient d'être publié. Vous avez une fois de plus le disque qui est vertical cette fois-ci et qui souffle vers la gauche et vers la droite en créant des cavités gigantesques à nouveau. Si on pouvait aller voir ce qu'est ce disque, on verrait ça. La tranche qu'on voyait tout à l'heure, c'est ça. C'est la tranche qui est là. C'est le disque vu de côté. Et au centre, c'est là que la poussière est en train de s'effondrer pour créer une boule gigantesque qui devient une étoile. Et si vous regardez bien autour de cette étoile, il y a la poussière qui devient une autre petite boule qui est une planète. Alors cette façon de faire naître les étoiles et les planètes était théorique jusqu'en 2015. En 2015, pour la première fois, on a réussi à prendre en photo ce genre d'endroit dans notre univers. Et voici la première photo qu'on a réussi à prendre, donc c'était il y a 10 ans, d'une étoile en plein centre qui est en train de naître. Tous les anneaux qui sont noirs partout, c'est des boules de matière qui tournent autour, et un peu comme des boules de neige qui grossissent en roulant sur la neige, prennent la poussière qui est là, nettoient leur orbite et deviennent des planètes. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'est la différence entre une étoile et une planète. Vous vous souvenez, au début de cette conférence, je vous ai raconté que toute la matière connue dans notre univers était faite à partir de briques de base qu'on appelle des atomes. Que des atomes, il y en avait plein. Il y en avait un petit peu partout. Bon, c'est quoi un atome ? Un atome, c'est un noyau et des électrons qui tournent autour. Si on compare des atomes, on peut réaliser qu'en fait, ils sont tous faits de la même manière. Il y a un noyau. Dans le noyau, il y a 2 boules qui peuvent être différentes. Et c'est le nombre de boules qu'on met dans le noyau qui change, qui fait la distinction entre les atomes. Par exemple, le plus petit des atomes qui soit n'a qu'une boule dans son noyau qu'on appelle un proton. C'est tout. Le deuxième plus petit, il a 2 protons. On appelle l'hélium. Le troisième, voilà, etc. Et ça continue. On peut classer tous les atomes qu'on connaît dans l'univers grâce à ça, au nombre de protons qui sont à l'intérieur de leur noyau. Donc je vous ai dit, l'hydrogène 1, l'hélium 2, le carbone, il y en a 6, le carbone, il y en a 6, l'oxygène, il y en a 8, l'azote, il y en a 7, le soufre, par exemple, il y en a 15, il y en a 16, je me suis embrouillé ou pas du tout ? Non, ça va, c'est ça. Vous ajoutez des protons à l'intérieur des noyaux des atomes et vous avez tous les atomes qui existent dans notre univers. Mais ils viennent d'où ? Ces atomes. Ils viennent d'où, ces noyaux ? À la naissance de notre univers, il n'existait que le plus petit des atomes qui soit, l'hydrogène, qui n'avait qu'un proton dans son noyau. Ce genre de nuages sont apparus par gravitation, des boules se sont formées par gravitation, qui ont comprimé leur cœur et qui ont collé ensemble les noyaux des atomes. Lorsque ça a lieu, on appelle ça la fusion thermonucléaire. C'est ce qui a lieu dans le cœur des étoiles. C'est des noyaux d'atomes qui se collent les uns aux autres pour fabriquer des atomes plus gros. Il se trouve que c'est extrêmement difficile à enclencher une réaction de fusion. Vous imaginez le poids de toute une étoile. Mais une fois qu'elle a lieu, cette fusion, elle va libérer encore plus d'énergie. C'est pour ça que les étoiles brillent. Parce que cette énergie libérée par la fusion ressort et fait briller les étoiles. La différence entre une étoile et une planète, c'est que les étoiles sont suffisamment grandes et gravitationnellement puissantes pour fusionner des atomes dans leur cœur. C'est ça, la différence entre une étoile et une planète. Alors vous allez me dire, oui, mais elle est grosse, cette différence en termes de gravitation. Je vais vous montrer. Si on se dit que la Terre fait cette taille-là, c'est le petit point là. Le Soleil, il fait cette taille-là. Il faut la gravitation d'une étoile pour fusionner les atomes qui sont dans leur cœur. Lorsqu'on regarde ces noyaux, tous les atomes jusqu'au fer, qui a 16 protons, sont fabriqués dans des étoiles comme le Soleil. Absolument tous. Durant leur vie, elles sont capables de fabriquer petit à petit des atomes dans leur cœur. Alors vous allez me dire, ça va rester là, ça ne nous sert pas à grand-chose.
Mais à la fin de leur vie, les étoiles, elles explosent, et lorsqu'elles explosent, elles éjectent dans l'espace tous les atomes qu'elles ont fabriqués. Avant de vous montrer à quoi ça ressemble une explosion d'étoiles, je me dis que je viens de vous montrer la taille du Soleil par rapport à la Terre. Peut-être que, histoire, une fois de plus, de se donner une idée des tailles dans notre univers, je vais vous montrer la taille du Soleil par rapport à la plus grande étoile qu'on connaisse dans notre univers. Si vous avez l'impression que notre étoile est la plus belle et la plus grosse de toutes, on va transformer notre étoile en ceci, et va apparaître à droite la plus grande des étoiles qu'on connaisse jusqu'à présent dans notre univers. Lorsque des étoiles de cette taille-là explosent, les éléments plus gros encore que le fer sont fabriqués et sont éjectés dans notre univers. Lorsque des explosions comme ça ont lieu, ça donne des images... je vous fais juste cette petite parenthèse pour pas que vous n'oubliez, pour pas oublier la première partie de l'exposé. Tout à l'heure, je vous ai montré l'ADN, l'ARN et les petites choses qui sont collées, qui forment les bases là, qui sont au milieu. Ces molécules-là, si je vous donne leur formule, de quoi elles sont faites, on voit qu'elles sont faites, je les ai écrites là. C, c'est carbone, H, c'est hydrogène, N, c'est azote, O, c'est oxygène, et tout en bas, il y a un P, c'est du phosphate. Vous voyez qu'en tout cas, toutes sauf celle du bas, c'est que carbone, hydrogène, oxygène, azote. C'est que ça. Tous ces éléments-là sont fabriqués dans les étoiles. Absolument tous. Le phosphate qui est en bas aussi, en général dans des étoiles plus grosses qui explosent. Ce qui fait que lorsqu'on regarde des explosions d'étoiles, comme on voit ici, sont éjectés dans l'univers tous les éléments de base qui sont aujourd'hui à l'intérieur de notre ADN, de notre ARN et de tout ce qui est à la base du vivant. Quand je dis tout, c'est pas tout. Il manque des petites choses. C'est ce qu'on va voir. Je vous montre 2 autres explosions parce qu'elles sont jolies. Celle-là, elle date il y a 1 mois. On vient de la prendre en photo. En fait, il y a 3 étoiles qui sont là. Il y en a une qui éjecte sa surface et en tournant autour des 2 autres étoiles, ça fait ce genre d'images dans le ciel qui sont assez jolies. Dans notre galaxie, tous ces endroits qui sont en rose un petit peu partout sont des nuages qui ont été enrichis d'atomes fabriqués dans les étoiles, et c'est là que sont en train de naître de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes un petit peu partout. On va aller plus loin. On va aller plus loin pour que vous voyez une chose que Newton nous a appris. Lorsque Newton a commencé à essayer de comprendre la gravitation qui était autour de nous, l'immense majorité des scientifiques occidentaux pensaient ce qu'Aristote nous avait appris, à savoir qu'on pouvait essayer de trouver des lois dans la nature, on pouvait essayer de comprendre ce que nous sommes et d'où nous venons, mais on ne pourrait faire ça que jusqu'à la Lune. Le domaine des humains s'arrêtait à la Lune, au-delà de la Lune, c'était le domaine des dieux. On ne pouvait pas aller plus loin. On pouvait imaginer des choses, on pouvait se raconter des histoires, mais le domaine des humains s'arrêtait à la Lune. Newton a fait voler ça en éclats en nous donnant ce qu'on appelle la loi de la gravitation universelle. Le mot important, c'est universel. Avec cet universel, il nous disait que ce qui a lieu sous la Lune avait aussi lieu au-delà. Il nous a dit que notre imaginaire avait le droit de se projeter bien plus loin que la Lune pour essayer de comprendre l'univers tout entier. Alors, en regardant le ciel jusqu'à il y a à peu près 100 ans, on a découvert que Newton avait raison, que les planètes au-delà de la Lune tournaient autour du Soleil comme il fallait, que d'autres étoiles tournaient autour d'autres étoiles, que des galaxies se tournaient les unes autour des autres, plus ou moins comme il fallait. Mais ce qu'on a aussi pu voir, c'est que sur ces images où je vous disais que tout ce qu'on peut voir dans le ciel à l'œil nu était à l'intérieur de la Voie lactée, il y a quelques endroits où on peut aller voir plus loin, notamment les 2 en bas à droite, qui donnent ces 2 nuages-là, qui sont les grands et petits nuages de Magellan.
Alors, de la même manière que la Lune tourne autour de la Terre, il y a des petites galaxies qui tournent autour de notre galaxie, comme des lunes galactiques. Bon, ben ça, c'est 2 d'entre elles qui sont, je vous dis, les grands et petits nuages de Magellan. Et si on zoome vers le petit nuage de Magellan, on voit qu'il y a de nouveau des petits nuages roses, comme dans notre galaxie. Et si on va voir à l'intérieur de ce nuage, on voit ce genre d'image. C'est des vraies couleurs. Nos yeux verraient ça. Et là aussi, vous voyez une étoile qui est en train de naître ici. Et là-bas, il y en a une autre aussi, qui crée une cavité à l'intérieur de leur nuage. Et on sait que ces étoiles sont faites des mêmes éléments que les étoiles de notre galaxie, que les planètes qui pourraient naître là-bas sont faites des mêmes éléments que les planètes qui naissent ici. On va aller un petit peu plus loin encore. Le petit point qui est en bas à droite, en bas à gauche, ici, là, si on zoome dessus, on voit ça. C'est une autre galaxie qui s'appelle Andromède, qui contient 1000 milliards de soleils, plus ou moins, à quelques dizaines près. Là, si vous voulez passer un coup de fil à quelqu'un qui est quelque part sur Andromède, votre halo, il va voyager dans l'espace pendant 2,5 millions d'années avant d'arriver là-bas. À mon avis, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'app de rencontre intergalactique. Je vous montre celle-là, parce que là aussi, c'est une image qui est extrêmement récente. Si vous regardez les 2 galaxies qui sont au milieu, elles font à peu près la même taille que les galaxies, les grands et petits nuages de Magellan, c'est des petites galaxies naines. Et elles sont en train de se rentrer dedans. On peut zoomer vers elles, et on voit que celle qui est en bas à gauche, là, qui est plus grande, il y a une sorte de petit fil qui va vers la petite. En fait, c'est la grande qui, par gravitation, est en train d'avaler la poussière et quelques étoiles de la petite galaxie. Et avec le télescope James Webb, on a pu zoomer dessus. Et voilà l'image de cet endroit qui date d'il y a 15 jours. Ça donne ça. Les petits points blancs là dans le coin en haut à droite, c'est la petite galaxie. Une fois que vous avez vu ça, vous pouvez imaginer les petits points blancs qui forment la grande galaxie qui est là. Et par-dessus, vous voyez ce rouge et ce bleu. Ce rouge et ce bleu, tous les bleus là que vous voyez, ce sont des endroits où des étoiles sont en train de naître. En fait, en se rentrant dedans, ces 2 galaxies ont leur gaz qui rentre en collision et qui permet la naissance de nouvelles étoiles. Je vous montre une autre collision, parce que je la trouve jolie. La voici. Là encore, il y a des étoiles qui sont en train de naître absolument partout. C'est tous les petits points roses que vous voyez là. Les nuages roses sont des pouponnières à étoiles. Et je l'aime tout particulièrement celle-là, parce que si on prend un peu de distance et qu'on la tourne et qu'on la met en noir et blanc, ça donne ça. Et c'est tout mignon. Je suis bien d'accord avec vous. Pour le petit film qui vient maintenant, on va se remettre dans le noir. Je vais vous montrer une carte des 400 000 galaxies les plus proches de nous. Tous les points que vous voyez sur ce petit film ont été vus et ils ont été placés au bon endroit. La Voie lactée, notre galaxie à nous, c'est un point parmi ceux-là. Donc, tous les autres points contiennent des centaines de milliards d'étoiles. En moyenne, on estime qu'il y a à peu près 2, 3, 4, voire 5 planètes par étoile dans notre univers. Alors, vu qu'on est dans le noir, je pose la question rapidement. Qui parmi vous pense qu'on est tout seul dans l'univers ? Levez la main, ceux qui pensent qu'on est tout seul. Ouais. Qui pensent qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des... Ouais. Qui pensent qu'il y a des extraterrestres dans la salle. Les choses dans notre univers s'organisent par taille, par la gravitation. Je vous disais tout à l'heure, il y a la Lune qui tourne autour de la Terre. Il y a la Terre qui tourne autour du Soleil, qui se tiennent par gravitation. Notre galaxie, tous les milliards d'étoiles qui sont à l'intérieur se tiennent par gravitation. Il y a des petites galaxies qui nous tournent autour, comme le grand et le petit nuage de Magellan. Mais il y a aussi d'autres groupes qui se créent, des groupes de galaxies plus grands. Nous, on appartient à un groupe qui s'appelle le groupe local, et dont voici une petite carte.
En bas à droite, la grande galaxie, c'est la Voie lactée. Tous les petits points qui sont autour sont des petites lunes galactiques qui lui tournent autour. Et vous avez d'autres galaxies qui appartiennent à notre groupe. Ce groupe-là, toutes les galaxies se tournent autour, elles ne s'éloignent pas les unes des autres, elles se tiennent. Bon, si on dézoome, le groupe local que voilà devient le petit point qui est juste au-dessus du local group écrit en bleu, là-haut. Ce qui fait que tous les autres points sont des groupes locaux. Maintenant, si on dézoome, tout ce que vous voyez là devient le petit point qui est au-dessus de Virgo Supercluster, qui est là. Et si on dézoome encore, tous les points que vous voyez là deviennent le petit point qui est au milieu, là, au-dessus de Local Supercluster. C'est-à-dire que chaque point que vous voyez là sur cette image correspond à un groupe d'environ 500 millions de galaxies. Et là, vous avez à peu près l'univers visible tel qu'on le connaît aujourd'hui. Du coup, vient la question. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ? L'astronome Carl Sagan, dans les années 80, a dit « Si on est seul, quel gâchis de place !» Je suis assez d'accord avec lui. La question devient, pourquoi dans une galaxie, la nôtre, et sur une planète en particulier, la Terre, la vie est apparue ? Pourquoi est-ce que c'est arrivé ici et pourquoi est-ce qu'on ne voit rien ailleurs ? Alors, est-ce que la vie est vraiment apparue sur Terre à partir de tous ces éléments lorsque la Terre s'est formée ? Est-ce que les éléments sont rares ? Tous ces éléments qui sont devenus les petites briques que je vous ai mises dans l'ADN, dans l'ARN, dans tout ce qui est le vivant, les acides aminés qui créent les protéines, est-ce que ces briques-là du vivant sont rares dans notre univers ? Comment est-ce qu'on peut faire pour le vérifier ? Est-ce qu'on le sont déjà rares autour de nous ? Il y a deux manières de vérifier. On peut essayer de trouver sur Terre des éléments du passé. On peut essayer de voir les météorites qui sont tombés sur Terre et essayer de les analyser pour voir ce qu'ils contiennent. Mais il y a de grandes chances qu'ils soient un peu abîmés, voire contaminés. Lorsqu'un météorite rentre dans l'atmosphère de la Terre, il va fondre en partie, il va cogner le sol et il va être contaminé par tout ce qui va le toucher tout autour. Donc on ne va jamais être sûr d'avoir les bons éléments, les éléments d'origine du système solaire. Mais souvenez-vous, lorsque notre planète est née, à l'intérieur de ce genre de nuages, il y a extrêmement longtemps, il y avait de la poussière partout. De la poussière qui s'est agrégée, qui a créé des astres un petit peu partout, qui sont devenus les planètes en partie, ou des météorites, ou des astéroïdes, des comètes qui traînent dans l'espace. Certains parfois ont pu se casser en morceaux, mais il y a certains bouts de notre système solaire qui sont encore là, depuis 4,5-4,6 milliards d'années, et qui tiennent encore en eux les signes de ce qu'était notre système solaire dans son enfance, avant même que la Terre soit née. Alors, comment faire pour savoir ce qu'il y avait dedans ? Eh bien, il y a deux missions qui ont été envoyées. Il y en a une qui s'appelle Hayabusa 2, une mission japonaise, une autre qui s'appelle Osiris-Rex, qui est une mission américaine, et qui sont des missions qui sont allées se poser sur des astéroïdes qui sont dans l'espace, qui bougent et qui sont extrêmement anciens, pour essayer d'en prendre une petite partie et de les ramener sur Terre. L'expédition dont je vais vous parler maintenant a été envoyée dans l'espace en 2016, c'est ça. Elle a voyagé pendant 3 ans avant de se poser sur un satellite qui s'appelle Bennu, que voici. C'est lui. Il fait à peu près 500 mètres de large, en gros. Et Osiris-Rex a voyagé pendant 3 ans en partant de la Terre pour aller se poser à la surface de Bennu. Elle a pris ces photos-là. Elle a récolté 121,6 grammes de la surface qu'elle a ramené sur Terre 3 ans plus tard, en 2023. Et ça fait du coup plus de 2 ans, enfin à peu près 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, que ces échantillons ramenés de l'espace sont analysés par les scientifiques. Ils ont trouvé à l'intérieur de Bennu tous les éléments de l'ARN. Tous. Le dernier, qui n'avait pas été trouvé encore, ce sont les deux là, le ribose en haut et le glucose en bas. Le glucose, c'est un sucre. En gros,
à gauche, vous avez toutes les bases de l'ARN, et les deux riboses et phosphates, c'est la colonne vertébrale de l'ARN, et le glucose qui est en bas, c'est l'énergie qui est nécessaire à l'ARN et au vivant d'aujourd'hui pour fonctionner. Alors vous allez me dire, ça, on le sait peut-être depuis longtemps. Eh ben non, parce que cette annonce a été faite dans un papier qui a été publié le 2 décembre. Donc il y a 12 jours, le voici. Donc depuis 12 jours, on sait que tous les éléments nécessaires à la fabrication du vivant existaient déjà dans les astéroïdes qui tournaient autour de la Terre, qui étaient là lorsque la Terre s'est formée. Astéroïdes qui sont venus d'ailleurs bombarder la Terre à plusieurs moments et qui ont très bien pu apporter sur Terre les éléments de base, les briques de base qui ont donné la vie d'aujourd'hui. Donc ça, on le sait depuis à peu près 12 jours. Ce qui nous pose la question de si on avait autour de nous sur Terre, pourquoi pas sur d'autres planètes à côté de nous. Le seul truc qui manque aux autres planètes pour faire fonctionner tout ça, c'est de l'eau liquide. Du coup, en regardant sur Mars, on a réalisé que de l'eau liquide, eh bien, il y en a eu. Ce genre de photo de la surface de Mars nous montre qu'il y a eu des rivières qui ont creusé des passages comme ça dans les montagnes de Mars. On a aussi ce genre d'endroit qui, aujourd'hui, correspondrait sur Terre à un lac dont l'eau s'est évaporée. Et on a envoyé des satellites là-bas pour essayer d'aller creuser dans ces endroits, pour essayer de trouver des choses. Alors pour l'instant, on n'a pas de découverte incroyable à faire, mais il y a deux choses qui sont quand même sympas. On est certain qu'il y a eu de l'eau à la surface de Mars, que lorsque la vie est apparue sur Terre, Mars était recouverte à sa surface d'eau, mais plus aujourd'hui. Ça, c'est une reconstruction de ce que pouvait peut-être être Mars à ce moment-là. Donc ça, on en est sûr. Et la deuxième chose dont on est sûr, c'est que pour l'instant, Mars est la seule planète dans l'univers tout entier qu'on connaisse qui soit peuplée uniquement de robots. Et ça, je pense que c'est à noter. Si on veut aller chercher plus loin et qu'on veut essayer de trouver de la vie telle qu'on la connaît sur Terre, on peut aller essayer de regarder autour d'autres planètes, notamment Saturne, notamment des lunes de Saturne, comme celle-ci. C'est des vraies photos, ça. La grosse boule au milieu, là, c'est une lune qui s'appelle Encelade et qui, de temps en temps, émet des jets comme ça qui viennent de sa surface. Ces jets, je vais vous montrer dans quelques instants ce que c'est, mais le télescope James Webb a réussi. Là, le carré rouge, c'est Encelade que vous voyez là, et en dessous, le bleu, ce sont ces fumées, ces choses, je ne sais pas, qui sont éjectées par Encelade, et on a demandé à James Webb d'aller regarder ce qu'il trouvait à l'intérieur, et il a trouvé des traces de ce qui pourrait être de la chimie organique. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait y en avoir là-bas ? Eh bien parce qu'on est absolument certain, en ayant envoyé des satellites pas loin, qu'Encelade, que voici à nouveau, lorsqu'on s'en rapproche, sa surface est recouverte de glace et que sous cette glace, il y a un océan d'eau liquide. Sur Terre, il n'y a pas la moindre goutte d'eau qui ne possède pas des organismes vivants. Donc c'est très possible qu'à un moment ou à un autre, on puisse aller faire de la plongée sous-marine sous la surface d'Encelade. Le seul petit hic, c'est c'est loin, et deux, le pôle Nord sur Terre, l'Arctique, la calotte glaciaire qui est en Arctique, elle fait à peu près 1,70 m de haut. Elle diminue avec le réchauffement, mais elle fait à peu près 1,70 m de haut. Et c'est pas super simple d'aller plonger au-dessous. Là, la couche de glace qui est à la surface d'Encelade fait entre 50 et 100 km d'épaisseur. Donc c'est pas hyper simple non plus. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir plus loin ? Je ne dis pas qu'on ne trouvera pas de la vie sur Encelade, sur Mars et sur d'autres endroits dans le système solaire, mais pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Mais on vient juste de commencer à avoir la technologie qui nous permet d'aller regarder bien plus loin dans l'espace. On a la technologie qui nous permet de déterminer qu'il existe des planètes autour d'autres étoiles. Là, c'est une photo. Le gros truc qui est là, c'est une étoile qu'on voit mal parce qu'elle est cachée, pour ne pas éblouir le télescope, ce qui nous a permis de découvrir les deux planètes que vous voyez à gauche qui tournent autour de cette étoile. Les 4 autres points qui sont à droite, c'est des étoiles qui sont plus lointaines. Mais à gauche, ce sont 2 planètes. Et on a la capacité avec nos télescopes, dans certains cas particuliers, de pouvoir
identifier la composition de l'atmosphère de ces planètes lointaines. Ça donne ce genre de choses. Ça, c'est une grande planète, une planète géante qui est très loin. On arrive à voir qu'il y a du sodium dedans, de l'eau, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone. On essaie de trouver des traces de quelque chose qui pourrait être vivant. On n'en a pas trouvé encore, mais on arrive à déterminer la composition de ces atmosphères lointaines. Et je vous donne un autre exemple, c'est celle-ci. Cette image-là, elle date du 11 décembre, donc c'est la semaine dernière. Vous avez là les modèles de ce qu'on devrait voir dans différents cas dans l'atmosphère d'une planète lointaine. Le tout blanc, c'est comme s'il n'y avait pas d'atmosphère. Là, la lumière qui vient de cette planète, il y a une étoile, une planète, la lumière rebondit sur la planète et vient jusqu'à nous. Mais s'il y a une atmosphère, la lumière qui rebondit peut être captée en partie. Donc on en voit moins, et ce serait rose. Mais s'il y a une atmosphère, et qu'en plus dans cette atmosphère il y a des choses comme de l'eau, ça devrait être comme le jaune d'en bas. Et là vous voyez tous les petits points blancs avec les traits verticaux, c'est ce qu'on a mesuré à l'instant avec James Webb. Donc on arrive à voir la composition de planètes extrêmement lointaines. Celle-là, elle est à 140 années-lumière de nous. Par rapport à l'univers, c'est quand même la porte à côté, mais c'est pas si facile que ça de l'atteindre. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que on est en train d'entrer, c'est pas très joli, mais on est en train d'entrer quand même dans une ère où l'univers tout entier nous ouvre ses portes, nous dévoile ses secrets, parce que la technologie a rattrapé la théorie et on est capable d'aller voir des choses que personne n'a jamais vues avant. On est capable de détecter ce qui se passe sur des planètes à l'autre coin de notre galaxie, enfin non, un petit peu tout autour de nous dans l'espace. Et personnellement, je suis persuadé qu'on trouvera quelque chose dans les années à venir. J'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'il y a des traces de vie absolument partout. Mais quand vous entendez un scientifique ou quelqu'un vous dire « je suis persuadé que », ce n'est pas une preuve. C'est juste ce que je pense, mais mon opinion n'est pas plus importante que la vôtre dans ce domaine-là, parce qu'on n'a encore pour l'instant rien découvert du tout. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Mais ça, il ne faut pas le dire. Notre galaxie est très jolie. La Terre est à peu près là. Ce qu'on voit à l'œil nu, c'est à peu près ça. La totalité des planètes autres que celles du système solaire ont été découvertes dans un cercle qui fait à peu près cette taille-là. On en a trouvé 6000 pour l'instant, ce qui nous confirme ou conforte dans l'idée qu'il y en a probablement 1000 milliards dans notre galaxie. Et vous avez vu le nombre de galaxies qui existent dans notre univers. Comme je vous l'ai dit au début, mon sujet de départ, de recherche, était d'essayer de trouver les lois qui existent dans la nature. C'est ce qui a fait que, pour expliquer ça, j'avais écrit à l'époque « L'univers à portée de main ». Dans La vie à portée de main, je vous embarque pour la recherche de notre origine. Et je ne vous ai pas parlé de toutes les applications que ça peut avoir sur la compréhension des virus, des maladies, etc. Mais c'est complètement fascinant. Et si ce genre d'aventure vous intéresse, j'ai écrit aussi 2 BD pour les enfants qui s'appellent Les Explorateurs de l'Univers. Et si vous voulez vous faire des cadeaux de Noël pour vous ou pour d'autres, vous pouvez voyager dans l'espace et vous amuser pendant longtemps. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Bon, j'avais le droit à 1 heure, j'en ai pris 2. J'ai l'impression. Pas tout à fait, mais enfin, je suis virée, je crois, parce que j'ai pas su maîtriser Christophe dans son exposé. Non, la principale, c'était vraiment de t'entendre. Donc, je pense que si... non, vous allez être frustré, André, je suis désolée, mais je pense que des questions, il n'y en aura pas ce soir, parce qu'on n'aura pas le temps, étant donné qu'il y a une heure à laquelle on est obligé de quitter les champs libres, hein. C'est une obligation. Donc, on va remonter sans tarder, même tout de suite peut-être.
Je regarde mon chef qui me fait signe, oui, oui. On va remonter au rez-de-chaussée. Puis si vous avez une petite question à poser à Christophe, vous le ferez à ce moment-là parce qu'il est quand même, il est un petit peu tard maintenant. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à vous. Merci d'être venu.